qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose quand on sent que l'enfant se braque complètement? Je suis sûre que ça arrive, tu vois. Genre, on sent qu'il se braque, qu'il veut pas apprendre du tout, qu'il veut pas qu'on lui parle. Bah déjà, en tant que maman, bah justement, il faut qu'on fasse attention à ne pas arriver à braquer l'enfant, parce que je suis sûre que ça peut arriver. Et comment on fait si ça arrive et que l'enfant se braque? Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire... Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda. Bonjour Leïla. Bonjour les mères croisées. Et bonjour les mères croisées. Il va falloir que je prenne l'habitude. Alors, aujourd'hui, on revient sur un sujet qu'on a un petit peu abordé auparavant, mais apparemment, c'est un sujet qui intéresse. Et donc, ça a fait parler, ça a fait questionner, et surtout, ça a résonné dans notre nouvelle communauté. C'est pour ça qu'on a choisi de revenir dessus, qui est le sujet de la langue maternelle. Pour les mamans d'ici et d'ailleurs, on vient ici avec une langue maternelle, la nôtre, la langue de nos origines, la langue de nos grands-parents, et puis nos enfants, forcément, surtout lorsqu'ils sont scolarisés, ils apprennent le français et privilégient le français, tout simplement parce que c'est plus facile, c'est plus simple. Et nous, on a toujours cette peur que notre enfant ne parle pas notre langue d'origine. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Un sujet qui forcément allait venir de toute façon tôt ou tard. Parce que c'est un sujet qui nous concerne toutes. Quand on a une langue d'origine, même si peut-être que oui, on peut être francophone, mais on a quand même une ou deux langues en plus et on est à l'aise avec ces langues-là et on a envie de parler cette langue-là chez nous, de nous faire comprendre quand on parle à nos enfants et ça nous fait plaisir s'ils parlent cette langue. En tout cas, je pense que c'est l'image qu'on peut avoir. On a une vision de ce que ça pourrait être. Une fois, avant d'être maman, on se dit ouais, mes enfants, je pense qu'ils seront comme ça, comme s'ils parleront cette langue ou pas. Enfin voilà, chacun sa vision des choses. Je pense quand même qu'on a toutes un peu la vision de oui, ils vont parler ma langue. On va en parler, tu me diras ton avis, Leïla. Et puis après, il y a les réalités. Et on va parler de tout ça avec Leïla. Oui, les difficultés, les réalités, les obstacles, les blocages. Et c'est vrai, ce que tu as dit, un mot très intéressant, c'est se comprendre. On essaie juste de se comprendre. Et c'est là le problème. Parce que quand ton enfant sait que tu ne parles pas le français, il va te parler automatiquement comme ça, avec la langue maternelle, parce que dans sa tête, c'est intériorisé qu'il s'habitue à faire l'effort de te parler avec la langue maternelle. Le problème se pose lorsque ton enfant sait que tu parles français. Il l'a intégré. Et ton enfant, ce qu'il cherche, c'est juste de communiquer, de se faire comprendre. Donc, il sait que tu vas pouvoir le comprendre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la facilité. Donc, et puis l'enfant n'est pas encore en âge de comprendre
l'importance que ça a pour toi. Donc en fait, limite, j'ai envie de dire, c'est ton problème, c'est pas celui de l'enfant. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, tu parlais de facilité, j'en parlais avec ma fille encore ces tout derniers jours, hein, et je lui explique que j'aimerais bien qu'elle parle ma langue. En plus, je suis sûre qu'elle apprendrait facilement parce que, tu sais, chaque enfant, il a ses facilités. Je vois bien qu'elle a les facilités d'apprendre, elle, d'apprentissage et tout. Et donc, je lui dis en plus, je suis sûre que ce sera très facile pour toi. Et elle me dit, mais maman, le français, c'est très facile. Tu vois, parce que du coup, le reste, c'est pas facile. Et je lui fais, même si j'imagine qu'elle peut pas tout comprendre, je dis, imagine un jour, tu vas vivre dans un autre pays où ils parlent pas français, tu as des enfants, par exemple, ils vont parler anglais, ils vont dire, mais l'anglais, c'est facile, le français, c'est difficile. Je dis, tu vois, pour toi, le français, c'est facile, mais pour ton enfant, ce sera pas facile. Je dis, c'est pareil pour moi. La langue, elle est facile pour moi. Donc, puisque tu es ma fille, normalement, ça doit être facile. Enfin, j'essaie un petit peu de faire une sorte de manipulation. Parce que oui, forcément, au fond, j'aimerais bien, tu vois. En fait, je pense qu'on essaie tous de manipuler nos enfants d'une manière ou d'une autre, même si c'est subtil, même si c'est gentil. Non, mais surtout dans cette histoire de langue, parce que nous, on porte beaucoup de choses. Il y a le regard des autres, il y a des autres, je veux dire, de la communauté, puis il y a l'attente de nos de nos parents, qui sont les grands-parents des enfants. Et puis, voilà, on a envie de ressentir ce sentiment de fierté que les grands-parents disent, oui, et là, préserver l'héritage. Oui, ça, c'est quelque chose qui nous travaille toutes. Et oui, on essaie à notre manière d'intéresser l'enfant, quelquefois d'une façon très maladroite. Et les enfants, ils ont ce pouvoir et cette magie de nous remettre à nos places, à notre place, lorsqu'on dépasse les limites. Et il faut être à l'écoute de ça. Je te raconte une histoire pareille avec mon fils lorsqu'il avait l'âge de ta fille. J'essayais avec à ma manière de l'intéresser, en croyant bien faire. Donc, j'essayais de l'intéresser à la langue, et puis comme c'est un enfant qui est très curieux et tout, donc j'étais devant une étude sur le classement des langues parlées dans le monde. Et puis, je pense que l'arabe, à l'époque, c'était la 4e langue parlée dans le monde, après le chinois, l'anglais, l'espagnol, c'est en termes de population. Et puis après, il y a eu le russe, c'était juste avant ou après le russe. Et donc, j'étais toute fière, moi. Et le français, c'était la 7e place dans ce classement. Donc, toute fière, moi, je montre à mon fils, mais regarde, tu vois, l'arabe est la 4e langue parlée dans le monde. Et puis, le français, c'est la 7e langue. J'ai dit, le français, c'est que la 7e langue. Et là, il me regarde, il me dit, maman, arrête de te vanter. Tu vois? Et donc, j'ai vraiment senti que je l'ai blessé. Que voilà, lui, son sentiment d'appartenance, il est ici, et comme si je ne sais pas moi, c'est comme si j'ai franchi une limite que je ne devais pas franchir. C'était quelque chose qui l'a blessé un petit peu. Il m'a regardé comme ça, maman, arrête de te vanter. Ok, il m'a bien remis à ma place. J'ai compris que c'était pas la bonne manière. Enfin, c'est pas toujours évident. Il y a ce qu'on ressent, surtout par rapport à la langue, ce qu'on a envie de transmettre, et puis il y a la réalité. Moi, je me suis toujours dit une chose, je me dis toujours la même chose. Hein. Je me dis, pour y arriver, pour que mes enfants parlent ma langue natale, enfin l'une des langues, en tout cas, je suis censée parler 2 autres langues algériennes, donc Darija et le Kabyle. Je dis bien je suis censée, mais ça, voilà, c'est une petite parenthèse, j'en parlerai peut-être. Et j'ai l'impression que pour y arriver, la seule solution, c'est de parler que cette langue avec eux. Enfin, pas qu'avec eux, mais à la maison. Que ce soit avec le mari ou avec eux. Si je veux y arriver, il faut que je parle que ça. Parce que dès que je switch en français, je m'oublie, je continue en français. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à faire et français et algérien. Enfin, déjà, moi, je dis algérien. J'arrive pas.
J'ai l'impression que si je veux y arriver, il faudrait que je parle que de ça. Que ce soit vraiment automatique, je suis à la maison, ou alors je suis avec eux, et je parle qu'en algérien, parce que sinon, en fait, j'arrive pas à me rappeler que, ah tiens, je parle en français là, mais non, il faut que je parle maintenant avec lui ou elle, Darija, tu vois. Ouais, tu soulèves un point très intéressant, Linda, c'est l'authenticité. Et donc, c'est comme si tu t'imposes une contrainte, et c'est difficile. C'est cette difficulté qui se transmet. L'origine de la difficulté, je pense, pour nous, les Maghrébins, c'est que déjà dans le Maghreb, on parle les deux langues. Déjà dans le Maghreb, on commence une phrase en arabe et on la termine en français. Et puis on ne parle pas juste Darija. Notre Darija, c'est un mixte de français et d'arabe. Déjà, il y a ça. Déjà, nous, notre génération, en tout cas la mienne, on a parlé les deux langues en même temps et c'était pas toujours bon, dans le sens où il y en a plein qui n'ont maîtrisé ni l'une ni l'autre, ni l'arabe ni le français. Après, ça dépend des familles parcours, notamment. Voilà, et du parcours de chacun. Et ce qui a prédominé au début, pour moi, ce qui a prédominé, c'est l'arabe. Et je suis une grande amoureuse de la langue arabe, vraiment, de la littérature, de la poésie. J'adore la langue arabe, vraiment. C'est de la musique, toute Là, la tu culture. parles même de l'arabe littéraire. Oui, l'arabe littéraire. Pour moi, c'est une passion. Et si tu veux, je dirais ma frustration personnelle, sur le plan personnel, c'est que je ne pourrais pas transmettre ça, cet amour et ces subtilités de la langue arabe, parce que voilà, dans ma famille, c'était quelque chose qui a prédominé. Par la suite, il y a eu le français. Et avec mes amis à l'extérieur de la maison, le français, c'était la langue moderne, c'était la langue de l'ouverture, c'était la langue, voilà. Dans ma jeunesse, j'ai parlé français, comme tous les jeunes de mon âge. Mais j'avais quand même cette base de la langue arabe, et pour moi, ça y est, ça, c'est... Mais la langue arabe, finalement, tu l'as prise à l'école. Je parle de l'arabe littéraire. Je l'ai apprise à l'école, et je viens d'une famille littéraire. Tu vois, il y a des familles qui sont en prédominance scientifique. Dans ma famille, on a toujours eu des bibliothèques. Mon père était un grand lecteur, ma mère aussi. Donc voilà, c'était quelque chose. Et mes tantes et mes oncles, du coup, j'ai cette base-là. Et ça, c'est mon histoire personnelle. Et donc, tu vois, toi, finalement, c'est pas que la langue, on va dire, Darija ou le Amazigh qui est au Maroc, c'est aussi l'arabe littéraire avec lequel tu as grandi, aussi à l'école et avec les livres et les parents, qui manque finalement et que tu aurais aimé transmettre. Oui, mais en même temps, c'est quelque chose qui me réjouit, moi, qui fait ma personnalité et qui ressort dans ce que je suis. C'est quelque chose qui m'a construit. Donc, mes enfants, ils ont connaissance de ce que je suis à travers comment j'ai été construite et structurée. Après, par la suite, j'ai compris qu'on peut transmettre sa culture avec une autre langue. Ça, c'était la découverte. Et ça, je l'ai appris dans une des écoles alternatives en France où les enfants devaient apprendre le chinois, devaient apprendre l'anglais et devaient apprendre le chinois. Donc au début, comme toutes les mamans, j'étais focus sur la langue, sur le parler. Donc je parlais à la maison en arabe, machin. Quand ils étaient petits, ça allait. Quand ils étaient bébés. Mais une fois scolarisés, tu ne peux pas bloquer la communication avec ton enfant. Et en général, juste un conseil, et après je continue mon récit sur mon histoire personnelle. Un conseil, que ce soit pour les parents d'ici ou d'ailleurs, ne parlez pas avec vos enfants avec une langue que vous ne maîtrisez pas. Parce que nous sommes en train de parler de la langue d'origine, mais il y en a qui veulent absolument que leurs enfants parlent anglais, par exemple. Donc, ils disent, tiens, on va parler anglais à la maison. Sauf que c'est pas la langue, on va dire, avec laquelle ils sont à l'aise. Et du coup, ce qu'ils transmettent, c'est la difficulté.
C'est D'accord. l'impossibilité à chaque fois qu'il y a des injonctions, ce qui se transmet, c'est cette impossibilité à communiquer. Donc, je reviens sur ce qu'on transmet de sa culture avec une langue étrangère, ça c'est possible. Donc, dans une des écoles où mes enfants étaient, il y avait deux nouvelles langues étrangères qui étaient l'anglais et le chinois. Et la méthode était extraordinaire. Par exemple, le cours d'anglais, on a commencé, alors, le premier cours, parce qu'ils étaient petits, le premier cours, c'est la maîtresse qui a commencé à raconter l'histoire de l'Amérique. L'histoire de l'Amérique, des Indiens, comment les Anglais sont arrivés en Amérique, leur raconter des histoires. Et au fil des jours, pendant l'année scolaire, ce qu'ils faisaient, c'était la culture américaine, les personnalités connues. Ils ont parlé de la couronne d'Angleterre, ils ont parlé des plats, de la cuisine, ils ont parlé du cinéma hollywoodien. Ils ont eu une connaissance extraordinaire de la culture américaine et anglaise. Et de temps à autre, ils avaient quelques cours de chant, de musique, des cours de théâtre comme ça, parce qu'ils étaient petits. Et ils ont fait la même chose au chinois. En chinois, c'était pareil. La culture chinoise, ils ont fait... la culture chinoise est une culture très très riche. Donc, c'était tout le temps des exposés sur, soit sur la médecine chinoise, soit sur l'art culinaire, soit sur les arts martiaux, soit sur les royaumes des combattants, beaucoup de l'histoire de la Chine. Et de temps à autre, ils avaient une séance de calligraphie. C'était une séance artistique. Et quelle est l'idée? L'idée, c'est d'intéresser l'enfant pour que lui parle lui-même, que la motivation soit interne, que l'enfant parle lui-même, commence à s'intéresser à cette langue et à vouloir la connaître. D'accord. Tu vois? Donc, il y a plusieurs façons de transmettre et de donner envie à l'enfant de s'intéresser à la culture d'origine. Alors, je vois, mais tu vois, comme tu dis, il y a plusieurs manières d'intéresser l'enfant à la culture d'origine, mais j'ai l'impression quand même que la langue, c'est ce qui est central, tu vois. Oui, la langue, le prénom. Qu'est-ce qui est le plus proche de soi? C'est le prénom, ton prénom, Ida, et puis la langue que tu parles, ce sont des choses très très proches. Mais oui, et puis des fois, je le dis en rigolant, mais je leur dis, de toute façon, je leur dis de temps en temps, mais je leur dis, mais ma bouche, elle est fatiguée de parler en français, elle veut parler un peu en algérien, et pareil, si personne ne me comprend, c'est pas génial, tu vois. Parle algérien. Oui, mais voilà, c'est pour dire que ce serait cool que je puisse, tu vois. Ce qui est intéressant. Et que je me fasse comprendre. Après, bon, je sais qu'ils sont jeunes, donc il y a moyen qu'ils comprennent, et ils comprennent quand même un petit peu, mais pas autant que je voudrais, c'est sûr. Mais ce qui est vraiment intéressant et qui dérange aussi, parce qu'il y a là, on parle de l'affect, d'après nos expériences avec nos enfants. On parle pas de la langue, parce que la langue, elle a beaucoup de côtés. Il y a côté communication, il y a la culture, il y a l'histoire et tout ça. Mais ce qui nous préoccupe, c'est vraiment l'affect, la relation affectueuse qu'on a toutes les deux avec, et toutes les femmes qui nous écoutent, avec la langue d'origine. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis à ton enfant, quand tu as envie de parler en arabe, et que ton enfant te dit, je ne comprends pas, et que tu lui expliques en français, il retient mieux que si tu lui dis, voilà, ça, tu dois apprendre. Oui. Oui, que ce soit dans le naturel, en fait. Ouais. Je comprends bien. Ouais. Le problème, c'est l'effet que ça te fait quand ton enfant te dit, je comprends pas ce que tu dis. Pour toi, c'est la personne la plus proche quand même. Nos enfants, ce sont les personnes les plus proches de nous. Et c'est difficile d'entendre ça. Je ne comprends pas ce que tu dis, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Il faut vraiment le prendre au premier degré. Donc, je ne comprends pas ce que tu dis, juste tu traduis. Et si tu as envie de parler arabe, à des moments, l'idée, c'est de ne pas se forcer. Que ce soit de parler français ou de parler arabe. Donc moi, avec mes enfants, je leur parlais en arabe, même dehors.
parce que j'en avais envie, parce que ça sortait comme ça, parce que des fois je voulais pas que les autres comprennent ce que j'avais à dire. Et voilà. Et je continue. Il Et me puis, il n'y a parle. pas, pardon, je le dis aussi, et puis il n'y a pas de quoi honte. Enfin, j'ai envie de parler dans une autre langue, dans ma langue, bah, Ça sort. voilà. Voilà, Je le ça fais même à sort. l'extérieur. Mhm. Si il y a un malaise dans un endroit ou dans un contexte spécial, parce que le malaise commence d'abord chez le parent. Si le parent n'est pas très à l'aise, l'enfant ressent le malaise. Et lui aussi, il commence à ressentir ce malaise-là dans certaines situations. Donc, on revient à l'authenticité, juste rester authentique. Je voulais te parler, je pense qu'à un moment donné, il peut y avoir un sorte de refus exprès où l'enfant se braque, et moi-même je l'ai fait. Je l'ai fait avec mes parents. Où je t'ai dit, je suis censée parler deux langues, donc déjà algérien et kabyle, sauf que je ne parle pas kabyle. Alors, je comprends parfaitement, mais je ne parle pas. Et ça depuis mon enfance. Je me rappelle pas depuis quel âge exactement, mais je pense qu'à partir de peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça, je ne parle pas. Et je le sais, c'est une des grandes déceptions de mon père, qui pour lui, c'était pas possible que ses enfants ne parlent pas kabyle. Voilà, comment c'est possible? Sauf que ben, c'est comme ça. Et je sais, hein, je me rappelle, et je sais que je fais exprès, enfin, du moins je faisais, bon, même si ça continue, il y a une sorte de blocage de non. Et il faut pas que ça sorte du tout, parce que tout, voilà. Si jamais je parle, tout le monde va me regarder. Oh mon Dieu, elle a parlé kabyle, tu vois. Et donc je suis dans le mode, non, non, voilà, c'est fermé. Donc, des fois, je me dis, bah voilà, ce que pour mes enfants, c'est ce que j'ai fait à mon père, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis par rapport, ce que tu racontes par rapport au Kabyle, il y a des enfants, sans parler des enfants d'origine d'ici et d'ailleurs, des enfants français qui ont ce malaise avec la parole et avec le langage. Des enfants qui parlent, on appelle ça une sorte de phobie, c'est pas réellement une phobie, mais c'est un blocage. Il y a des enfants qui parlent chez eux, qui parlent avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, et à l'école, parce qu'il s'est passé quelque chose, un événement, ils sont silencieux à l'école. Ils ne disent pas un mot. Et dès qu'ils franchissent le seuil de l'école, ils commencent à parler avec leurs amis avec qui ils ne parlaient pas à l'intérieur. Quand ils sont chez eux, ils parlent. Quand ils sont à l'école ou dans un contexte spécifique. Voilà, quand on traite ces enfants et qu'on leur parle, ils disent tous ça. Ils disent « Ah, j'ai peur de parler parce que tout le monde va me dire « Ah, finalement, elle parle ». Tous les regards vont être braqués sur moi. Donc vraiment, cette problématique, on peut la rencontrer dans tout processus de langage. Oui. Après, maman se dit, il y a des petites théories, hein, parce que je précise hein, pour les personnes qui sont pas forcément de notre culture, c'est que justement, donc mes parents parlaient kabyle parce qu'ils viennent de Kabylie, mais moi j'ai vécu à Alger où c'est pas kabyle, même s'il y a beaucoup de kabyle. Hein. Donc, on parle plus l'arabe algérien, Darija. Donc, moi, je parle Darija. Mes parents parlent très bien kabyle, d'où le fait que je comprenne très bien aussi. Mes frères et sœurs parlent aussi. Et ils se sont toujours demandé est-ce que c'est parce que ma nounou n'était pas kabyle ou Mrs. Mais non, c'est pas ça, parce que son petit frère était chez la nounou. Mais lui, il parle. Puis maman me dit je pense que ta sœur s'est moquée de toi à un moment donné, quand tu étais petite, et ça a complètement bloqué. Oui, en général, voilà. Il y a un événement qui fait que ça déclenche un blocage de langage, quelle que soit la langue. Donc, c'est pas forcément lié à une langue ou à une autre. Donc, voilà, maman me dit, maintenant, écoute, maintenant t'es grande, c'est bon, on passe à autre chose, et puis tu peux apprendre à tes enfants. En plus, on n'est pas là pour entendre, donc tu peux la apprendre à tes enfants. Je suis sûre que tu saurais parler. Tu vois? Donc, voilà, finalement, j'ai même 2 langues à leur apprendre, et finalement, pour l'instant, on n'y est pas, même si je ne vais pas explorer, parce que il reste encore un plutôt jeune. Hein. Voilà, mais je vois que j'en profite pour raconter une anecdote, à moins que tu aies quelque chose à me dire par rapport à ce que je viens de dire, sinon je continue. Oui, ce que tu as dit par rapport à la langue parlée la langue maternelle de tes parents. Au Maroc, on a la même situation. Hein. Je pense avant l'indépendance, je n'ai pas vraiment
les chiffres, mais je pense qu'avant l'indépendance, plus de 60% de Marocains parlaient amazigh. Et puis ça s'est dissipé avec, je pense maintenant c'est 30%, quelque chose comme ça. Moi, mes grands-parents parlaient amazigh aussi. Et mes parents parlaient amazigh. L'origine, mes deux parents viennent de villages du sud du Maroc. Par la suite, mes grands-parents, chacun de son côté, a déménagé de son village du sud. Il y en a un qui est allé à l'extrême nord du Maroc et l'autre qui s'est arrêté à Casablanca. Mais leurs enfants parlaient amazigh. Donc toutes mes tantes, mes oncles, enfin mes parents, ma famille, tout le monde parle amazigh. Ma génération, à moi qui sommes la troisième génération dans ce processus, plus que la moitié ne parle pas du tout amazigh. Mais elle parle arabe, mais elle comprend, tout comme toi. Elle comprend parfaitement, mais elle ne parle pas. Parce que, en fait, c'est exactement ça. C'est les enfants de notre âge ne parlaient pas à l'école. Si mes parents ont parlé amazigh, c'est parce que c'est pas parce qu'ils ont parlé. Donc vraiment, parce que c'est pas parce qu'ils ont parlé avec leurs parents. C'est parce qu'ils ont parlé avec leurs amis, avec les enfants de leur âge. C'est ça ce qu'il faut retenir. Donc moi, dans mon entourage, quand j'étais jeune à l'école, personne ne parlait amazigh. On n'avait pas des voisins avec des enfants qui parlaient amazigh, donc j'ai pas parlé amazigh. Et ça se confirme, pardon, c'est ce que je disais. Vu que nous deux, nos amis, nos parents même, nous comprenaient en Derija, voilà. Du coup, on parlait pas amazigh. Je précise que le kabyle est amazigh, c'est de l'amazigh. C'est la même chose, oui. Et du coup, on allait au plus simple, je parlais d'Alger, puisque de toute façon, tout le monde me comprenait comme ça. Exactement. C'est ce que tu me racontais. Et puis, il y a une chose intéressante, c'est que dans ma génération, les gens de ma génération qui parlaient amazigh sont ceux qui avaient leur grand-mère vivante. Moi, mes deux grand-mères étaient décédées il y en a une qui est décédée avant ma naissance et une qui est décédée quand j'étais très très jeune. Donc les seules, parce que les grand-mères ne parlaient pas arabe. Voilà. Et donc les seules qui parlaient un petit peu, c'était celles qui avaient la grand-mère, parce que le grand-père était souvent à l'extérieur, il travaillait, donc le grand-père parlait arabe. Voilà, donc petite précision, un jour, j'étais en train de faire des recherches sur l'amazigh parlé au Maroc, dans ma région, et j'ai trouvé un livre en français, un livre qui a été confectionné par l'école en français. C'est une sorte de dictionnaire pour permettre aux soldats de communiquer avec la population locale. Et c'était un livre super intéressant, je l'ai trouvé sur Internet et je l'ai téléchargé et imprimé. Et j'ai commencé à lire et apprendre l'amazigh dans ce livre, parce que c'est un livre extraordinaire, c'était du sabir. Tu sais, avant les Français, tous les dialectes qui n'étaient pas français, c'était des sabirs, ils appelaient ça des sabirs. Et c'était le sabir amazigh, machin, extraordinaire, un vieux livre qui date de l'époque coloniale. Et ce qui était extraordinaire, c'est que lorsque mon fils m'a vu avec ce document et il a vu la passion que j'avais pour ce document et parce que j'en parlais autour de moi et j'échangeais autour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, quand il m'a vu impliquée comme ça dans un processus de recherche des origines, machin, il a commencé à s'intéresser à l'arabe. Oui, tu vois. Oui. Comme ça, par identification, par imitation, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui s'est déclenché à ce moment-là lorsqu'il m'a vu avec ce document et moi, tout l'intérêt que j'avais pour ce document en amazigh, lui, il a commencé à s'intéresser à l'arabe. Oui, mais tu vois, oui. Donc, c'était pour dire que finalement, même si on ne change pas de pays, quand il y a juste plusieurs langues, les langues, ça se perd. Quand il y a plusieurs langues, il y en a peut-être une qui va s'effacer au profil d'autres. Ou ça se récupère. Ou ça se récupère plus tard. Voilà, que ce soit par nous, par... Oui, c'est sûr. Et moi, j'en parle comme ça avec détachement aujourd'hui, parce que je suis passée par plusieurs étapes où cette question m'a préoccupée.
Et l'une des lumières que j'ai rencontrées comme ça dans ma vie, c'était à l'Institut du monde arabe à Paris. Mes enfants y allaient à l'époque et j'insistais souvent pour participer, pour les emmener dans des activités ludiques. Ils faisaient des cours là-bas, mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était toutes les expositions, toutes les activités qu'ils faisaient autour. Et là-bas, les activités sont en français, mais la culture, elle est arabe. Donc, on faisait les musées, les machins. Et puis, un jour, il y avait une sorte de cocktail avec tout le personnel. Et elle était présente, la directrice, l'agrégée de langue arabe était française. Elle avait un nom français, alors que tous les profs étaient d'origine arabe, soit syrien, soit libanais, soit un super prof algérien. Tous ils étaient, mais leur chef supérieur était française. Ah, ça m'a vraiment intriguée. Et j'ai discuté avec elle. Je lui ai demandé, je suis vraiment surprise et étonnée de vous voir à la tête de ce service d'enseignement. Comment ça se fait? Comment c'est venu? Et elle m'a dit, écoutez, moi je viens d'une famille de pieds noirs. Je viens d'une famille de pieds noirs et quand j'étais enfant, je ne parlais pas arabe. Mais ce que je voyais dans ma famille, ma famille partageait quelque chose à laquelle moi j'avais pas accès. J'entendais mes oncles, mes tantes, mes grands-parents parler, raconter, et ce qu'ils disaient c'était joyeux. Ils parlaient d'une expérience, ils échangeaient quelque chose de joyeux, quelque chose de vivant, et ça m'a donné envie quand je voyais les traditions, quand je voyais tout ce qu'ils ont ramené avec eux d'Algérie, et ça m'a donné envie de m'intéresser à mes origines. Et c'est comme ça que c'est venu ma quête de langue arabe. Et si tu veux, elle se l'est réappropriée. Oui. Comme quoi, il y a des parcours étonnants comme ça qui... Et donc, ça rassure. Ça rassure. Ça rassure. Ouais. Je voulais te raconter justement, j'ai une question que je te poserai après par rapport au fait que quand l'enfant se braque et tout, mais je voulais d'abord vous raconter une petite histoire, une petite anecdote par rapport à la langue. Donc je vous ai dit, il y a mes enfants, ils parlent pas vraiment darija, mais ils ont quelques mots. Il y a comme des mots que je dis tout le temps en darija, comme un truc super naturel. Je sais pas comment te le dire. Que je dis quasiment jamais en fait en français, que je dis tout le temps en algérien, et que du coup pour eux le mot il se dit comme ça, tu vois. Même s'il y a des choses où ils savent que c'est une traduction, typiquement éteins la lumière, allume la lumière ou habille-toi, ça c'est des choses en général que je dis en algérien, tu vois. Et mais ce qui me fait rire, c'est que il y a certains mots, je me suis rendu compte avec le temps que mes enfants ne savaient pas que c'était de l'algérien. Parce que j'ai toujours dit justement en darija et que pour eux, vu qu'ils étaient petits, pour eux le mot se disait comme ça. Les moustiques, par exemple, vu qu'on n'en avait pas chez nous et que je parlais de moustiques surtout quand j'étais chez mes parents, je disais namous. Mes enfants ils disent namous, ils disent pas moustique, tu vois. Et un jour. À la maternelle, ils ont parlé de nourriture, quelque chose comme ça. Et puis, elle leur a dit, moi, je mange arrom, ma maman, elle me fait arrom. Et puis, l'enseignante, elle me demande un jour, c'est quoi Et elle demande à ma fille de répéter le mot. Ah, je dis oui, je dis, c'est du pain traditionnel. En darija, on dit ksra, en kabyle, c'est arrom. Tu vois, même en kabyle, il y a quelques petits mots, mais genre un ou deux, moins de 5 que j'ai gardé, mais que je dis que comme ça, parce que à la maison, chez mes parents, ils le disent comme ça, tu vois. Même si ma maman, elle parle darija, mais quand il s'agit de certains mots, justement, elle le dit de manière traditionnelle, on va dire, en kabyle. Et donc ma fille, c'est arrom, et puis elle dit à certaines personnes qu'on connaît, oui, mais moi, tu veux manger arrom et ils me disent, mais de quoi elle parle, tu vois. Et elle comprend pas, pourquoi ils comprennent pas, mais arrom, tu connais pas arrom. Ouais, tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Oui, aroum, ça se dit aussi en amazir, aroum. Ouais, tu vois. C'est extraordinaire. Et ça m'a rappelé une petite blague dans ma famille. Il y avait une petite fille qui cherchait ses chaussures. Et les chaussures en berbère se disent idouken. Et elle était comme ça à la maison. Elle a dit où sont idouken diali. Donc, dans la même phrase, où sont c'est en français, idouken en berbère, diali c'est en arabe.
où sont Idoukan Dieli, où sont mes chaussures. Tu vois, ça s'est passé au Maroc. Oui, bah oui. Voilà, c'est... Mais c'est vrai que souvent, des gens, enfin, c'est pas toujours le cas, on parle un Darija mélangé à du français. C'est pas le cas de tout le monde. Et ça, je m'en suis rendu compte que ces toutes dernières années. Et des fois, sur Instagram, je vois des commentaires de gens qui disent mais pourquoi tu parles un mélange, genre des Algériens qui disent pourquoi tu parles avec un mélange français-algérien, mais c'est parce que c'est ma manière de parler. J'ai toujours parlé comme ça. Tu vois, il y a une catégorie de gens qui mélangent, il y en a une autre qui a priori ne fait pas trop de mélange, mais je pense que c'est plus des générations assez... C'est ça, c'est phénomène de génération. Voilà, c'est un phénomène de génération. De génération, et puis il ne faut pas oublier que l'arabe qu'on parle dans le Maghreb, il y a beaucoup de mots d'origine kabyle ou berbère ou amazigh, beaucoup de mots, hein. On dit plein de... je ne sais pas si vous dites khencha, pour un sac. Il y a plein de choses qui sont d'origine... enfin, je pense que l'arabe déjà qu'on parle, on trouvera facilement 30% de mots amazigh quand même. Oui, au Kabyle, dans le nord d'Afrique. Mais ça reste quand même une préoccupation des mères d'ici et d'ailleurs. La langue, c'est une vraie préoccupation parce qu'il y a ce côté affectif. Affectif, et puis pour moi, c'est comme si ça fait partie de mon identité, tu vois. Donc s'ils ne parlent pas, c'est comme si j'avais échoué quelque part. Et je pense que c'est ça un peu qu'on ressent, non? Tu te dis pas ça, toi? Ou en tout cas, tu l'as pas ressenti dans le passé? C'est même plus fort que ça. En fait, la peur ou cette angoisse de perdre quelque chose qui nous structure ou qui fait qui nous sommes, elle peut se manifester et s'accrocher à plein de choses. À plein de choses. Bon, c'est une manifestation de peur de perdre quelque chose qui nous a quand même structurés. Donc on peut tout transmettre, même avec une langue étrangère. Ça, il faut garder en tête. Ça dépend des systèmes scolaires. Des fois, l'école aide. Mais la famille reste quand même la première référence de l'enfant. Je vais te raconter 2 ou 3 façons de faire que, au fond, moi, j'ai expérimenté. Quand mes enfants étaient à l'école primaire, ils faisaient des exposés. Et par exemple, en histoire, lorsqu'ils parlaient du Moyen-Âge, ils avaient comme exposé à faire, choisir une ville du Moyen-Âge, un métier du Moyen-Âge et une personnalité du Moyen-Âge. Et c'était l'un de mes enfants, donc comme ville, parce qu'on fait des recherches à la maison, on utilise la bibliothèque à la maison, on avait l'habitude d'aller à l'Institut du monde arabe, donc ils étaient un peu baignés, même s'ils ne parlaient pas la langue, ils étaient quand même baignés dans une culture arabe et ils savaient d'où ils venaient. On allait beaucoup plus souvent au Maroc quand ils étaient petits, on restait beaucoup plus longtemps. En tout cas, la ville qu'on avait choisie, c'était Fès. Parce que c'était ouvert, hein. La question était ouverte. C'est pas Europe et c'est tout. Non, c'était donc ça veut dire oui. Bah oui, Fès fait partie des villes les plus anciennes au monde. On avait choisi comme métier les tanneurs. Tu vois, les métiers à Fès, il y a les tanneurs qui travaillent le cuir et puis ils ont pu aller dans le quartier des tanneurs et ils ont pu voir comment ils ont conservé cette façon de faire à l'ancienne. Et puis comme personnalité, je leur ai parlé de Fatima El-Fihriya, qui est une femme qui a construit la première université, je pense, dans le monde, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'était à Fès et c'était au XIIe siècle, en plein Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge en Europe. Et pareil, un jour, ils ont parlé de géographie, des scientifiques. Je leur ai parlé de l'Idrissi, qui est le premier géographe. Lorsqu'ils ont parlé, les maths, on a parlé du Khawarizmi. Puis à Lima, à l'Institut du monde arabe, il y avait une exposition sur le Khawarizmi. Donc, c'est ça ce qu'il faut leur transmettre. C'est pas juste la langue, mais parce qu'il faut qu'ils tissent des liens d'appartenance. Il faut que ça leur dise quelque chose. Il faut que ça leur parle. On sent que tu lis en arabe. Hein. On le sent. On le sent que tu es impliqué, que c'est quelque chose tu baignes dedans, tu vois. Ah oui, donc, c'est un peu, personnellement, je ne me limite pas à la langue. Parce que je me dis, aujourd'hui, les enfants, ils ont
la possibilité d'aller chercher, d'apprendre ce qu'ils veulent. J'ai la fille de ma cousine qui a appris le coréen parce qu'elle regardait les séries coréennes, elle a adoré, elle s'est intéressée à la culture, elle s'est mise à parler, à étudier le coréen. Voilà. Donc, Et il du peut coup, faire la démarche. tu as pensé à inscrire les enfants dans une école où ils apprennent l'arabe, ou est-ce que tu connais des Oui. personnes qui l'ont fait? Parce que je sais je sais qu'il y a des parents qui font ça. Tu vois, Oui, oui. qui veulent que les enfants soient inscrits quelque part pour qu'ils apprennent l'arabe. Je connais même, une Libanaise, c'est un couple de Libanais. Ses enfants, ils partent une fois par semaine. C'est pas à côté, hein, ils font des kilomètres pour y aller. Et je lui dis, mais pourquoi tu peux pas les inscrire Elle m'a dit, non, mais en plus, le Libanais, c'est spécial, il faut que ce soit une école libanaise. Ah oui, tu vois. ah oui. Et puis c'est marrant parce que la diaspora libanaise est une diaspora qui n'a pas cette problématique de langue. Tout le monde parle libanais. Ils parlent libanais. Et pourquoi eux, ils ont cette problématique? Parce qu'au Liban, on parle libanais. On parle pas un mélange de français et de libanais. Mais je croyais que les Libanais parlaient français aussi. Non, je sais pas, c'est ce que je croyais. Non, pas au Liban, c'est pas autant que ce qui se passe dans le Maghreb. C'est vrai qu'elle m'a dit que sa maman ne parlait pas français. Oui, ça, je me rappelle. Parce qu'elle allait venir, elle m'a dit, elle craint quand même le fait de venir parce qu'elle parle pas. Oui, je me rappelle. Oui, bien sûr, j'ai fait la démarche de les inscrire dans les écoles de langue. Au début, c'était des écoles de langue, uniquement de langue. Et ce qui m'a... Bon, ça, c'est mon expérience personnelle qui n'a rien à voir avec les instituts tels qu'ils sont. Mais comme moi, je suis dès le début dans une démarche d'école alternative, le système ne m'a pas convenu, la pédagogie ne m'a pas convenu. Et puis, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est pas les mêmes méthodes. Donc, j'ai quand même, je les ai inscrits d'abord dans une école de langue. J'étais pas très satisfaite. Par la suite, ce qui m'a le plus satisfait, c'est l'Institut du monde arabe. L'Institut du monde arabe parce que il y a cette ouverture. Ils se braquent pas. Par rapport à la langue française, c'est pas une démarche pour se protéger et protectionniste. C'est pas une démarche protectionniste. Et donc, à l'Institut du monde arabe, ils font des cours de langue, c'est ça? Ils font des cours de langue, ils font beaucoup d'expositions, il y a plein de choses. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé l'environnement. Et puis, ça s'est arrêté avec le Covid, en fait. Depuis, ils avaient grandi pendant le Covid. Tu trouves que ça marchait plutôt bien? C'est par rapport à ça? Ou est-ce que ça n'a pas duré assez longtemps pour que tu puisses juger? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que les enseignements à l'Institut du monde arabe, comme c'est un institut français, il est structuré pour un arabe qu'on apprend aux étrangers. D'ailleurs, ils ont une certification pour les adultes qui est arabe comme langue étrangère. Ah oui. Et les autres écoles que j'ai pu regarder et un petit peu expérimenter, ils viennent avec une méthode soit tunisienne, soit algérienne, soit marocaine, qui viennent avec le programme et la méthode d'enseigner l'arabe à des Arabes, à des Maghrébins. Mais tu veux dire à des personnes qui connaissent déjà un peu l'arabe? Même pas. Ils vont se comporter avec l'enfant comme si c'était un enfant qui vient de là-bas. Voilà, comme un Maghrébin. Et tout le programme, comment il est fait, tu vas trouver par exemple les livres en arabe. Tous les livres en arabe, alors que les livres, la méthode de arabe pour les étrangers, tu trouveras les deux langues. Ils vont t'expliquer la phonétique arabe. La différence entre l'approche de l'Institut du monde arabe et l'approche des autres écoles, c'est que l'approche de l'Institut du monde arabe, c'est un arabe pour les étrangers. Ce qui fait les manuels, les phonèmes. Oui, ça j'ai compris. Du coup, il y a des mécanismes d'apprentissage à un étranger, quand tu apprends une langue étrangère, qui sont différents tu vois, ne serait-ce que cette histoire de manuel. Les manuels dans les autres écoles, elles sont entièrement en arabe. Ça veut dire l'un des parents doit maîtriser l'arabe. Et si jamais il y en a un autre qui ne connaît pas l'arabe, il est complètement largué. Oui. Donc, c'est pas une inclusion.
C'était que pour les Maghrébins. Alors, entre nous et très en mode... c'est très protectionniste, tu vois, alors que l'autre méthode était beaucoup plus ouverte. Donc, il y avait beaucoup d'enfants. Ça parlait plus à nos enfants puisqu'ils sont ici. Voilà, donc il faut l'accepter aussi au bout d'un moment. Ils sont français et ils peuvent avoir cet amour de la langue arabe, ils peuvent tisser des liens, mais il faut aussi respecter leur façon d'être. J'en profite, petite parenthèse, j'aimerais bien, je te le dis là en direct, on va dire ça comme ça, j'aimerais bien qu'on parle, un de ces quatre, dans un épisode, du fait que les enfants, tu sais, on dit ils sont français, mais il y a parmi tous ces enfants d'enfants de maman qui viennent d'ailleurs, des enfants qui ne sont pas français, et je veux qu'on parle de ça, tu vois, parce qu'ils sont ici, c'est juste une question de nationalité, après, français ou pas français, mais je veux bien qu'on... Un de ces quatre, on parle de ça parce que je pense que c'est un sujet aussi qui va parler beaucoup de mamans. Bien sûr. Ce que je voulais... Voilà, avant de... j'ai toujours ma question à poser, je ne l'ai pas posée. Oui. Mais avant, en parlant de cours et tout, j'ai remarqué maintenant, et ça peut intéresser certaines, c'est peut-être pas fait pour les tout petits, mais maintenant je croise des comptes Instagram où pour apprendre la darija, pour apprendre le kabyle, ça existe maintenant. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Sûr. Je trouve que ça peut être très bien fait pour des enfants qui sont pas tout petits, peut-être à partir de 10 ans, ados, adultes aussi, et puis aussi pour les épouses quand il y a des couples mixtes. Et ça, je trouve ça sympa, tu vois, que ça s'ouvre aussi dans ce sens. C'est pour ça, moi, vraiment, j'insiste sur le fait que l'enfant, il peut lui-même faire la démarche personnelle, quand il devient ado, d'aller apprendre l'arabe. S'il a baigné dans une atmosphère parce que l'enfant s'identifie à ses parents. C'est tout à fait normal. À partir du moment où il va avoir des cousins ou des gens avec qui il voudra échanger, il peut faire la démarche. Il peut se reconnecter. Il peut trouver les moyens, bien sûr. Alors moi, la question, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose quand on sent que l'enfant se braque complètement? Je suis sûre que ça arrive, tu vois. Genre, on sent qu'il se braque, qu'il veut pas apprendre du tout, qu'il veut pas qu'on lui parle. Déjà, en tant que maman, justement, il faut qu'on fasse attention à ne pas arriver à braquer l'enfant, parce que je suis sûre que ça peut arriver. Et puis vice versa, comment on fait si ça arrive et que l'enfant se braque? Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Un enfant qui se braque, c'est un mode de communication. Il nous informe de quelque chose. Un enfant qui se braque, il est en défense. Ça veut dire qu'il se sent agressé, ça veut dire qu'il sent qu'il y a une intrusion, ça veut dire qu'il sent qu'il y a sa limite, on va dire son espace vital qui n'a pas été respecté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dépasse sa capacité d'accepter. Tu sais, les enfants, ils ont chacun son caractère, chacun sa sensibilité, et ils nous informent de leurs limites. C'est juste, il faut considérer ça comme une information. L'enfant informe qu'une limite a été franchie. Donc on fait d'un pas en arrière. C'est-à-dire qu'on a trop avancé et qu'il faut maintenant faire un pas en arrière et juste analyser la situation. Allez maman, c'est pas le moment de vous braquer encore plus vous et de vous énerver. On est d'accord, je pense. Oui, parce que si l'enfant se braque et que derrière la maman ou le papa est en mode défensif aussi parce qu'il se sent blessé, là on va pas s'en sortir. Oui. Là c'est aux parents d'accepter, d'accueillir l'émotion. Oui. Et là, là, la phrase magique qu'il faut faire résonner sur le champ, c'est que dans la relation parent-enfant, c'est toujours, dans la relation adulte-enfant, c'est toujours l'adulte qui est responsable de la relation. Il faut garder ça en tête. Dans toute relation adulte-enfant, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, adulte-enfant, c'est toujours l'adulte qui est responsable de la relation. C'est à l'adulte d'ajuster le comportement. Bon, donc on va dire que l'enfant s'est braqué, tu me dis pas en arrière, ça veut dire quoi? Que je lui parle moins, que je lui demande pas, qu'est-ce que je n'insiste plus et je reconnais son émotion du moment. Ça veut dire, je vois que ça t'embête quand je te parle de ça.
Alors, je vois reconnaître l'émotion et continuer d'être toi-même, quoi, de continuer d'être soi-même, de parler arabe quand il le faut et toujours laisser à l'enfant la possibilité de demander, de poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à chaque fois que l'enfant pose la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'intéresse. C'est ça, Et moi je leur dis, hein, pardon, je leur dis, hein, vous me dites, si vous comprenez pas, vous me dites, et c'est tout, c'est facile. Voilà. Vous me dites, il faut pas se vexer. Voilà, il faut pas se vexer. Je vous explique. Il faut pas se vexer. L'enfant a peut-être besoin d'un petit peu de temps pour s'intéresser. Juste restez vous-même, parlez la langue qui vous plaît, n'essayez pas d'imposer ou de forcer. Les enfants vont s'intéresser un jour ou l'autre si l'environnement, parce que c'est leur histoire, vous pouvez pas maîtriser l'environnement. Dans la même famille, vous allez avoir 2 enfants. Je vous donne un exemple. Dans la même famille, vous allez avoir 2 enfants. Il y en a un qui va se retrouver dans une classe où pendant toute sa scolarité, il y aura des Maghrébins avec lui en classe et ça sera ses meilleurs potes. Et avec ces gens-là, il va vouloir tisser des liens, ils vont vouloir avoir leur particularité, leur façon de s'exprimer différemment des autres. Ça, c'est un peu connu dans les écoles et partout chez les jeunes. Et dans la même famille, l'autre, il n'aura pas l'occasion de rencontrer des Maghrébins ou des gens d'origine maghrébine dans ses classes. Et donc, il n'aura pas forcément d'amis ou de proches maghrébins. Donc, celui qui a des amis qui sont d'origine maghrébine, ils vont pouvoir échanger sur plein de choses. Et alors, t'es parti quand en vacances? Où est-ce que tu as été? Est-ce que tu connais telle ville? Est-ce que tu connais tel chanteur? Est-ce que tu connais tel endroit? Ils ont des choses qu'ils échangent autour d'eux et des mots. Chacun ramène un mot de sa famille et ils s'amusent à faire leur vie, quoi. J'ai remarqué que mon fils disait un mot. Alors, je sais pas si c'est que les enfants maghrébins qui disent ça à l'école, mais je pense que c'est un peu tout le monde. Tu sais, il y a des fois des mots qui viennent de l'arabe et que, après, ça se diffuse, tout le monde dit ça. Il me disait chez. C'est quoi ça, chez? Puis je me suis rendu compte que c'était chah. Je sais pas si vous dites, on bien fait, tu vois. Chah, j'ai entendu mes enfants me le dire. C'est eux qui moi, ils le prononçaient comme ça, chez. Et du coup, je lui ai expliqué. Tu sais, c'est un mot algérien. On dit chah, on dit pas chez. Comme ça, tu vas prononcer bien, toi. Moi, c'est eux qui m'ont appris le chah que je connaissais pas. Et maintenant, c'est le wesh. Wesh. Ah, par contre, oui, ils disent tout le temps wesh, tout. Je dis, ça commence tout. Je croyais que c'était les ados. Ah non, wesh, tout le monde le dit, donc c'est drôle. Enfin, il leur expliquer, et pas que dans l'argot, mais aussi de temps à autre, expliquer les mots français d'origine arabe. Il y en a plein. Oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Et puis, ça me rappelle aussi toutes les fois où j'essayais de leur apprendre certains mots et que je me rends compte, mais je dis, mais ils prononcent comme un Français, elle prononce comme une Française. Et je rigole en rigolant parce que, en fait, c'est aussi des fois certaines lettres avec une certaine prononciation. Oui. Et je lui dis, mais ils me disent, j'y arrive pas. Je leur dis, vous inquiétez pas, le cerveau, il enregistre quand vous allez vous endormir. Après, dans quelques jours, votre cerveau, il saura faire comment on fait pour prononcer. Parce que, il faut aussi le temps. Tu sais, il y a le temps, c'est sûr, et puis il y a les circonstances qu'on ne maîtrise pas. Un jour, je ne sais pas, ils vont avoir un beau-frère, une belle-sœur, quelqu'un de la famille qui épouse, je sais pas, un Palestinien, un Égyptien qui ne parle pas français, et du coup, pour communiquer avec leur oncle, ils vont utiliser l'arabe, ou une circonstance de travail. Moi, ma tante qui ne parlait pas amazigh, le jour où alors que sa mère parlait amazigh, ses frères et sœurs parlaient amazigh, elle, ça sortait pas, mais elle était plus espagnole, et français et arabe. Le jour où il s'est retrouvé dans un environnement de travail où tout le monde a parlé amazigh, l'amazigh est sorti tout seul. Oui, tu vois. Je peux te dire, Voilà, puis des fois, je me rends compte, c'est marrant. Un jour, elle me dit, mais maman, j'aime pas quand tu m'appelles comme ça. Je lui dis, comment? Mais en fait, des fois, je l'appelle Hennouna. Hennouna, ça veut dire un peu ma douce, je pense. Oui, c'est ça. Et elle m'a dit, mais j'aime pas. Et je comprenais pas. Et puis, elle a fini par m'expliquer, j'ai compris. Parce qu'elle confondait 2 mots qui ressemblaient un peu. Hein. Donc, il y a, je pense que tu connais le mot, tu vas rigoler. Hennouna et Khnouna.
Oui. Khnouna, c'est la morve. Et Elle m'a dit, ça, j'aime pas. Je lui ai dit, mais Iris, regarde, c'est différent, c'est pas pareil. T'as Hnouna et Khnouna. ouais. Toi, t'es Hnouna, mais c'est Khnouna. Et ça, c'est extraordinaire Ah, parce que là, c'est un signe que les enfants commencent à retenir. Ça, c'est un excellent signe. Quand l'enfant te dit, mais ça veut pas dire ça. Quand il te dit, mais djej, oui. c'est pas djej. Non, mais ça voulait pas dire le poulet. Non, mais zej, c'est pas djej. Donc, ça veut dire que les choses commencent à Voilà, s'imbriquer. voilà, avec une petite lettre Voilà. qui change le sens finalement. C'est extraordinaire. Voilà. Oui, c'est un excellent signe parce que ça montre que l'enfant, dans sa tête, commence à faire la différence. Il y a des choses qui commencent à s'imbriquer. Et ça, c'est un super signe que l'enfant est en train d'apprendre. Quand il confond deux mots qui se rapprochent et puis qui veulent pas dire la même chose, c'est-à-dire inconsciemment, les choses sont, c'est-à-dire, il travaille. La tête travaille, c'est pas, il est dans la réception. Et puis, un jour, il va restituer. Ce qui se passe avec les parents, c'est qu'ils veulent une restitution immédiate. On n'est pas patients, nous, les parents. Dans la parentalité, c'est le temps. Ouais, c'est le temps. C'est le temps, et je me dis, c'est de continuer, hein, c'est pas un tout ou rien. Ça, c'est un nouveau principe dans ma vie, hein, depuis quelques temps. C'est pas tout ou rien. C'est pas zéro, par exemple, là. C'est pas, soit il parle zéro d'Alija, kabyle, algérien, soit 100%. On peut faire aussi un entre-deux, et puis on verra avec le temps. Et voilà. Il y a cette belle expression des Asiatiques qui définit les enfants comme des bambous. On appelle les enfants, c'est des bambous. Pourquoi? Parce que le bambou, pendant je sais pas combien d'années, 10 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça, il ne bouge pas. Vous le plantez, il ne bouge pas, il ne pousse pas. Il est là, vous regardez votre bambou, une sorte de bambou comme ça, vous l'arrosez, il est vivant, mais il ne bouge pas. On a l'impression qu'il ne bouge pas, mais pendant ce temps-là, il y a des racines qui sont en train de se développer, ils se développent, et puis les rhizomes, et puis un jour, ça pousse d'un coup, ça sort d'un coup. Et c'est un peu ça, les enfants. Ça sort d'un coup. Ça veut pas dire qu'il se passe rien. C'est pas un long fleuve tranquille, sans fond, comme on croit. Non. Beaucoup de choses se passent dans les profondeurs. Voilà. Moi, en tout cas, j'en tiens une chose, c'est finalement de l'inclure de la façon la plus naturelle possible, en fait. Et de faire la différence, garder en tête que c'est une question d'affect. Et je voudrais vraiment conclure par une histoire d'une dame que j'ai croisée dans ce cocktail à l'Institut du monde arabe, qui m'a dit, moi je veux absolument que mon fils apprenne l'arabe, parce que mon mari est français, et le jour où je mourrai, je veux que ce soit mon fils qui lise le Coran sur ma tombe. C'est encore plus loin. Ah, voilà ce qu'elle a dit. La pression, là, elle est grande. Donc ça, c'est pour te dire, c'est beaucoup plus profond que ce que ça apparaît. Voilà. Bon, mesdames, les mères croisées. Oui. C'est la fin de l'épisode. Si vous avez des histoires à raconter, si vous voulez partager avec nous, ce que vous ressentez par rapport à tout ce qu'on a raconté, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en commentant sous ce podcast ou en nous écrivant sur le compte Instagram Mères Croisées. Leïla, tu veux dire quelque chose? J'espère que l'épisode a été enrichissant pour vous. Et puis, de votre côté, continuez à enrichir ce podcast avec vos remarques, vos questions. Et à bientôt, les Mères Croisées. À bientôt.